Comment vous faites le lien entre votre vie future, votre travail futur et ce projet Europa City? Ce matin, on va commencer à réfléchir aux questions qu'on va poser à ceux qu'on va rencontrer. Représentez-vous ce qu'ils veulent construire ici, qui est plus grand que tous les bâtiments que vous voyez ici. 80 hectares. Ah non, mais c'est monstrueux là. Il va y avoir un parc aquatique, un parc des neiges ou un parc de la glisse. Nous, on est en première et on travaille sur quelque chose qui s'appelle Europa City. Ce sera un grand centre commercial qui va faire toute cette taille. T'en penses quoi? Si ça se fait, c'est stylé, hein? Mais ça sert à rien en fait. Voilà. Mais en termes de structure ici, il y a quoi? Il n'y a rien du tout, à part vouloir construire un commissariat là. Vous croyez vraiment qu'Auchan, ils ont quelque chose à faire, des jeunes de Gonesse, de Villepinte, d'Aulnay-sous-Bois et de Sevran? Qui ici aime le shopping? Voilà. Qui aime ici le ski? Ben voilà, le loisir l'emporte. Parce que c'est un lieu pour faire une piste de ski ici quand même. Parce qu'au final, on ne voit rien faire sur le terrain. Pour nous, on se dit, il n'y a personne qui fait rien sur ce truc, on va bétonner. C'est simple. Parce qu'en fait, quand t'as jamais vu un champ, c'est normal de te dire qu'on s'en fout de foutre un centre commercial dessus, j'imagine. On fait un métier digne, qui nourrit les gens d'à côté, qui crée du lien social. Peut-être qu'on valoriserait plus les terres si vraiment on se nourrissait de là. Il nous a expliqué l'agriculture bio, tout ça. Ici, c'est encore du luxe, le bio. Un élu, quel qu'il soit, il leur faut de l'argent pour faire vivre leur commune. Et c'est là qu'on est dans une course de vitesse avec l'État, et c'est ça qui nous inquiète. Et ce que vous faites là, avec travers votre enquête, c'est ce qu'on appelle une bataille culturelle. Elle précède les batailles politiques. Voilà, mais au moins, tu ne regretteras pas le fait d'en avoir parlé. Non, c'est vrai. Si eux, ils font rien, qui va faire quelque chose? My message is that we'll be watching you. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight? You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe. The popular idea of cutting our emissions in half in 10 years only gives us a 50% chance of staying below 1.5 degrees and the risk of setting off irreversible chain reactions beyond human control. 50% may be acceptable to you, but those numbers do not include tipping points, most feedback loops, additional warming hidden by toxic air pollution, or the aspects of equity and climate justice. They also rely on my generation sucking hundreds of billions of tons of your CO2 out of the air with technologies that barely exist. So a 50% risk is simply not acceptable to us, we who have to live with the consequences.
to have a 67% chance of staying below a 1.5 degrees of global temperature rise, the best odds given by the IPCC, the world had 420 gigatons of CO2 left to emit back on January 1st, 2000. Today, that figure is already down to less than 350 gigatons. How dare you pretend that this can be solved with just business as usual and some technical solutions? With today's emissions levels, that remaining CO2 budget will be entirely gone within less than 8.5 years. There will not be any solutions or plans presented in line with these figures here today, because these numbers are too uncomfortable and you are still not mature enough to tell it like it is. You are failing us, but the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up, and change is coming whether you like it or not. Thank you. Vous êtes directement en lien avec un enseignement, en lien avec le terrain. C'est pas complètement décontextualisé. Vous êtes au niveau Étienne Resta, on pratique véritablement cette pédagogie qui est axée sur le concret. Comment vous vous situez, vous les jeunes? Vous avez entendu le discours de Greta Thunberg, vous avez vu le film. Comment vous vous situez? Vous vous sentez, vous avez envie de vous engager? Vous êtes engagé déjà dans diverses actions? Alors moi personnellement pas du tout. Voilà. Pour la simple et bonne raison que j'ai un confort que j'aime assez bien. Du coup, je préfère garder mon confort malgré le petit problème là. Oui. Quel problème là? Celui de la planète, le problème du réchauffement climatique, de la perte de territoire pour les agriculteurs, tout ça quoi. C'est quelque chose qui t'inquiète? Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète ou tu t'en parles comme si c'était extérieur à toi, mais c'était ton futur? Alors non, c'est vraiment quelque chose qui m'inquiète. Je sais que c'est mon futur et tout, mais voilà, j'aime bien avoir mon petit confort. Du coup, je m'y engage, je trie tout ça, mais je ne participe pas dans des grandes actions, tout ça quoi. Et qu'est-ce qui t'empêche de le faire? C'est un manque de... Tu préfères... Tu cèdes au moment présent? Oui, je cède au moment présent, mais non, il n'y a rien qui m'empêche, c'est juste moi qui veux pas, entre guillemets, parce que je ne vois pas ce qu'une seule personne pourrait changer sur tout. Est-ce que tu te rends compte que si des millions de personnes se disent la même chose, c'est des millions de citoyens qui ne font rien? Mais c'est déjà le cas, c'est déjà le cas. Eh oui, c'est bien sûr. Mais est-ce qu'on va continuer comme ça? Il faut pas, mais c'est bien parti pour. How dare you? Tu dirais Greta. Moi j'ai dit quoi? Je dois parler de quoi du coup parce qu'il a parlé beaucoup. Tu te sens engagé, tu te sens concerné par ce problème du réchauffement climatique. Comment vous vous situez, vous les jeunes? Toi? Moi je suis d'accord par rapport au réchauffement climatique et le fait qu'il faille changer la manière de consommer. Mais je trouve que malgré les conférences de Greta, malgré les films qui sont faits dessus et tout, je pense que il y a pas assez de gens qui se sentent concernés en fait. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour mobiliser ces personnes? Est-ce que vous avez des idées? C'est vous êtes concernés. C'est cette terre que nous avons laissée. Ah oui.
Ben, je pense que... Je sais pas trop, en fait. Étienne Resta, on vous en parle pas? Si. Si, alors, il y a pas d'action qu'on mettez en place? Moi, je suis surpris. Le professeur est pas là. Si. Pour vous dire. Ben, je pense que les jeunes, maintenant, ils se sentent pas assez concernés, en fait. On nous en parle au lycée, oui, mais on nous en parle pas plus que ça en dehors, quoi. Et oui, Au lycée, vous en parlez vraiment? Enfin, il y a des profs... On a un cours dédié à ça au lycée. Et alors, ce qu'ils viennent de dire est très important. On a un cours dédié à ça. Et il en va du changement climatique comme de la laïcité, comme des autres enjeux. On les fait entre quatre murs, on ne le pratique pas. Et je pense que ce dont nous avons besoin, c'est d'actions résolument pratiques, où on peut sensibiliser les jeunes autrement que par un enseignement vertical. On est d'accord, mais finalement, on n'en voit pas tellement la nécessité. Et tant qu'on procédera comme ça, je crois effectivement qu'on n'avancera pas. Il faut qu'on mette les jeunes en difficulté avec. Une classe d'élèves qui se destinaient à être agriculteurs. Et il y avait aussi des filles qui voulaient être horticultrices. Et la plupart disaient qu'ils voyaient la campagne se transformer. Et ils parlaient donc des citadins qui venaient s'installer à la campagne et qui venaient construire. Moi, j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt sensibilisés, sans vraiment s'en rendre compte. C'est-à-dire que écolo, c'était un gros mot. Mais en fait, ils l'étaient parce qu'ils faisaient attention à leur environnement et que c'était important pour eux de garder la campagne qui les entourait. Pour autant, ils n'ont pas entendu parler de Greta Thunberg ni d'une quelconque ZAD. Ils ne savaient pas ce que c'était, alors qu'on voit à la fin du film 12 France que ils sont en train de monter une ZAD à la fin. Il y a des panneaux, ils sont en train de monter un grand échafaudage pour surveiller. Voilà, qu'est-ce qu'on peut rajouter de cette rencontre? Ah oui, il y a eu un truc assez important qui s'est dit. Il y a une personne au premier rang qui nous a dit: moi, j'ai l'impression que les jeunes sont plus matures que les adultes. Et c'est assez intéressant. Et c'est une réflexion que Ariane s'est faite aussi, que je me suis faite aussi. Que en fait, on a grandi avec ces questions-là. Et qu'on ne peut pas faire autrement que vivre avec. Alors que quand ces questions sont arrivées à une quarantaine d'années, on a pris des habitudes. Et ce qui se disait un petit peu dans cette classe, c'est quand tu vas bientôt mourir, tu t'en fous, quoi. Voilà. Alors je précise que les jeunes, et justement ça, pour rebondir par rapport à Étienne Resta, les jeunes auxquels nos deux amis font référence sont des jeunes qui sont issus de maisons familiales rurales et qui ont cet enseignement qui est sur le terrain et qui sont de ce fait peut-être beaucoup plus sensibles à ces réalités qu'ils les vivent pendant la période de formation en entreprise, parce qu'il faut savoir que dans les maisons familiales rurales, l'intégralité de la formation professionnelle est donnée sur le terrain. C'est par l'expérience que l'on transmet. Mais j'avais Emmanuel qui voulait intervenir. J'ai retenu une remarque très paradoxale et assez désolante, d'ailleurs, je veux le dire, de la part d'un des paysans qui livre sa perception de la situation à quelques jeunes qui sont venus le visiter dans leur enquête des impacts de ce projet. Il leur explique, il explique qu'il est engagé dans une forme d'agriculture qui vise à produire une alimentation digne de ce nom, vertueuse au plan environnemental, social, etc. Et il déplore, à très juste titre, la destruction des terres agricoles sur le projet et d'une manière générale dans notre pays. Et finalement, comment est-ce qu'il invite ces jeunes à résister à ces dévastations liées à l'industrialisation de l'agriculture, liées finalement au fait que l'agriculture et l'alimentation passent toujours en dernier, finalement, dans les priorités que se donne le pouvoir en place. Il leur dit que il faut manger sainement, que c'est comme ça, si tout un chacun
faisait les bons choix à titre individuel dans ses modes de consommation, eh bien, s'éteindrait la demande pour cette alimentation issue du modèle industriel et le modèle industriel s'effondrerait de ce fait. Ça, c'est malheureusement une lecture, qui est terriblement erronée, il me semble. Hein. C'est une lecture qui est finalement la forme la plus aboutie du discours libéral, c'est-à-dire d'une façon de penser la transformation sociale qui repose entièrement sur la responsabilité, sur une prétendue responsabilité individuelle. Finalement, quand on pousse un petit peu la réflexion de ce paysan, quand on essaie de se représenter ses implications, il est temps de dire à ces jeunes, finalement, que quand on sait combien l'agriculture industrielle se destine de fait aux catégories populaires, eh bien, ça veut dire que s'il y a agriculture industrielle, c'est du fait des choix de consommation des individus qui peuplent les catégories populaires. C'est ce qui est l'inverse de la réalité. Les catégories populaires ne sont pas coupables du modèle agro-industriel, elles sont plutôt les victimes. C'est bien dans les catégories populaires que on retrouve le plus important taux de diabète, d'obésité, de maladies cardiovasculaires et autres maladies liées à l'alimentation. Donc, je crois que, et ça fait partie des choses qu'on développe dans notre bouquin, qu'on a sorti en mai à l'atelier paysan, là, reprendre la terre aux machines. Il nous faut absolument sortir de ces lectures issues de ces lectures individualistes finalement, qui émanent d'une société qui n'arrive plus à se penser comme telle, comme société, et qui se pense plutôt comme collection d'individus en quelque sorte. On voit un petit peu, on voit nous, paysans engagés dans un mode de production cohérent avec l'intérêt général de notre point de vue, on voit combien cette approche-là est un cul-de-sac. Plus l'agriculture biologique se développe, plus le système agricole et alimentaire dans notre pays consomme de pesticides. Alors même que le propos de l'agriculture biologique, historiquement, était de débarrasser petit à petit l'agriculture française du recours aux pesticides en grignotant des parts de marché progressivement au modèle agro-industriel. Ça, de fait, c'est une impasse. Il se trouve que je suis à la Confédération paysanne par ailleurs, et j'y porte le dossier des pesticides depuis quelques années, ce qui m'amène régulièrement à passer au ministère de l'Agriculture. Et j'ai noté un changement très net et très inquiétant, mais logique finalement, en quelques années. Il y a quelques années, quand on allait voir le ministère pour lui réclamer l'interdiction de tel ou tel pesticide en raison d'un usage abusif qu'on croyait constater sur le terrain, ou lorsqu'on supposait des effets délétères non reconnus à ce jour, il y a quelques années, on me disait au ministère, monsieur, vous n'avez pas les preuves de ce que vous avancez, pour nous, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'impact tel que vous le mentionnez, etc., etc. Depuis quelques années, finalement, depuis l'avènement Macron au pouvoir, ça correspondait à peu près à ce moment-là, on ne dit plus ça, on ne nie plus l'impact et les effets détestables des pesticides sur l'environnement ou la santé humaine. On dit mais comment ça interdire un pesticide, monsieur? Mais la loi, c'est violent, c'est vertical, c'est top-down, c'est l'ancien monde. Vouloir imposer quelque chose comme ça à tous, alors même que vous avez le choix désormais. Vous, en tant que paysan, individuellement, vous pouvez vous engager dans l'agriculture biologique. Et vous, monsieur le consommateur, si d'aventure je suis accompagné d'un consommateur, monsieur ou madame la consommatrice, vous n'avez pas un rayon bio dans votre supermarché, une Biocoop pas loin de chez vous? Vous avez le choix. Convainquez les autres consommateurs, convainquez les autres paysans de passer à l'agriculture biologique, mais ne venez pas nous emmerder à vouloir faire une loi pour tous et sur tout le territoire. Voilà, il y a eu ce glissement. C'est-à-dire que, de fait, les alternatives, dont notamment l'agriculture biologique, dans leur contexte systémique, et notamment politique, servent de prétexte finalement à reconduire le modèle agro-industriel au prétexte que les individus auraient le choix. C'est-à-dire, de fait, et ça c'est pas du tout la faute des paysans ni du monde, de personne dans le monde de l'agriculture biologique, mais de fait, l'existence même de l'agriculture biologique
Là, je parle de ce segment de marché. Hein. Je pourrais parler de quantité d'autres alternatives, tout type d'alternatives. Ben, toutes ces alternatives-là, finalement, viennent très vite, Emmanuel. Dans une logique de complémentation de la gamme industrielle. Il a reçu, donc c'est pour vous donner, dire, comme c'est toujours très difficile de prendre des décisions, et je le vis depuis 4 ans, et c'est bien de partager ce moment avec vous parce que vous savez que j'ai la fibre écolo au départ, hein, j'ai une histoire là-dedans. Et je me rappelle que Ventadou m'a dit mais qu'est-ce que t'allais foutre en marche? Pourquoi qu'est-ce que t'allais faire en marche? Et je lui avais répondu parce que j'ai envie de prendre des décisions et voir comment ça se passe. Voilà, donc c'était ça aussi l'une des réponses à mon engagement. Parce que d'être toujours dans l'opposition c'est facile, mais de pouvoir donner des solutions des fois c'est bien. Juste un exemple, il y avait eu la passation en juillet 2020 au ministère suite à un remaniement. Pour vous donner une image, comment l'agriculture française maintenant est vue par les politiques. Il y avait environ 60 personnes, c'était le même jour, c'était un mardi matin à 10h. Il y avait 60 personnes qui étaient à la passation au ministère de l'écologie, Barbara Pompili qui arrivait, et il y avait 2 députés, donc moi-même et un autre collègue que j'avais chopé dans le couloir parce que sinon lui partait aussi chez Pompili, et comme c'est un agriculteur, je lui avais dit mais qu'est-ce que tu fais? Tu viens avec moi au ministère. Mais moi j'imaginais pas qu'on allait être que tous les deux. C'est pour leur donner une échelle, 60 chez Pompili et 2 au ministère de l'Agriculture. Donc pour défendre l'agriculture, pour faire bouger l'agriculture, c'est quand même compliqué, quoi. Hein. Parce que c'est pas le ministère de l'Agriculture. Pour moi, c'est pas le ministère de l'Environnement qui fera forcément bouger l'agriculture. C'est le ministère de l'Agriculture qui doit bouger, quoi. Donc si on n'a pas les politiques qui sont intéressés pour ça, c'est un peu compliqué. J'aime le dire ça parce que j'ai été choqué, moi personnellement, j'ai été choqué de me retrouver qu'à 2 députés quand il y avait la passation des ministres. Bon, ça c'est un petit détail, mais c'est juste pour vous donner une image comment c'est difficile de faire vivre la ruralité et défendre l'agriculture. Mais j'avais un ami malheureusement qui est décédé. Je pense que beaucoup le connaissent ici. C'était Dan Pontoni qui me disait les paysans pauvres font la nourriture pour les riches et les paysans riches font la nourriture pour les pauvres. Voilà. C'était son slogan à Dante et moi je lui posais la question et qui est le paysan heureux des deux? Je voulais parler des néonicotinoïdes aussi. C'est quelque chose où je me suis fait traiter de tous les noms et autres, mais je suis allé voir par rapport aux betteraves, je suis allé dans le nord de la France. C'est des gens qui n'avaient pas de produits, ils ne traitaient jamais leurs champs. Ils plantaient les semences avec la pellicule de Néo autour, et ils plantaient ça, et ils ne traitaient jamais. Et là, en fin de compte, en 2 ans, quand ils ont été interdits, ils faisaient jusqu'à 7 traitements par an. Donc eux, ils étaient d'abord ça leur coûtait du fric, ils perdaient de l'argent, et en plus ils traitaient 7 fois, donc ils n'avaient jamais traité, des gens qui ne savaient pas traiter, je le répète. Hein. Donc moi personnellement, j'ai dit bon, je vote ça pour 2 ans de plus. On remet les néonicotinoïdes dans la betterave parce qu'il y a quand même une filière, ça représente des emplois, et puis de toute façon, de toute manière, si nous on le fait pas, on achètera du sucre qui viendra de l'étranger, qui aura aussi qui sera aux néonicotinoïdes, hein, parce qu'il faut le savoir aussi. Hein. C'est aussi l'enjeu qui est en place. Hein. Nous on le fait plus, mais par contre on achète les produits et c'est pollué ailleurs. Donc essayons de trouver nous des produits vertueux en France. Donc voilà moi ce que j'ai voté. On verra dans 1 an le résultat. Il reste 1 an à trouver des solutions. On verra. Donc vous voyez toutes ces questions que je vous mets sur la table, c'est quand même assez impressionnant de pouvoir se dire que c'est vraiment pas simple à prendre une décision. Moi ça me dérange pas d'en prendre. Et puis si j'ai fait une bêtise, j'ai fait une bêtise. Mais en tout cas j'essaie toujours avant de prendre une décision de peser le pour et le contre au maximum, de rencontrer les gens. Avec Manuel, on s'était Pourquoi est-ce que les producteurs de betteraves
Merci. Alors, je voulais juste 2 mots sur les néonicotinoïdes. Oui, deux mots parce que ça a trait aussi à la défense du vivant. Vous avez dit, monsieur le député, que peut-être vous avez fait une erreur. Moi, je vais vous dire, vous avez fait une erreur, une très grosse bêtise en réautorisant ce poison. Pour savoir dans le débat, hein, pour savoir ce que c'est, ceux qui ne savent pas ce que sont les néonicotinoïdes. Néonicotinoïdes, ça participe vraiment à un renversement du modèle agricole, c'est-à-dire que c'est un insecticide systémique, c'est-à-dire qu'on contamine la plante avant même qu'il y ait des ravageurs, c'est-à-dire que la plante devient elle-même un insecticide. Et la plante contamine l'environnement, les sols, les milieux aquatiques et ensuite toute la microfaune et l'avifaune sauvage. Voilà. Je dis ça parce qu'on travaille sur le dossier pour défendre le vivant. Et pour défendre le vivant, nous avons avec la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux que je représente, nous avons assigné Bayer, Nufarm au tribunal judiciaire de Lyon pour leur demander réparation du préjudice écologique qui découle de l'utilisation, de la mise sur le marché de ces produits et qui ont engendré la perte de 1/3 des populations d'oiseaux des champs depuis 20 ans. Voilà, on assiste à un effondrement des oiseaux dans les campagnes, et je pense qu'ici on parle du vivant, on parle de ces signes, et je crois que la disparition des oiseaux ici dans ces zones agricoles est quand même un des signes les plus palpables, les plus visibles de cet effondrement du vivant. Voilà, donc c'est, j'allais dire alors, pour en revenir à la mobilisation et au film, hein, moi j'ai trouvé le film formidable. Et formidable aussi parce que à travers ce garçon, la Samy, on voit son cheminement dans le cadre de cette enquête, comment est-ce qu'il finalement il redécouvre son territoire et comment aussi on a l'impression qu'il découvre peut-être son futur métier, c'est-à-dire l'agriculture qui n'est pas du tout envisagé, et puis on voit, et puis dans sa réflexion, que finalement il le voit comme une possibilité, en tout cas, et quelque chose qui n'était pas possible. Pourtant ils habitaient à côté des champs, mais ils n'étaient jamais en rapport avec l'agriculture, et finalement à travers cette contestation de ce projet, qui est un projet totalement absurde, et ça on peut remercier le gouvernement de l'avoir abandonné, au moins un bon point, mais voilà, donc j'ai trouvé ce film formidable. Le sondage de Lancet, il est édifiant. 75% des jeunes, 74% en France, et c'est général, c'est 92% aux Philippines, c'est 86% au Brésil. C'est-à-dire que c'est pas spécifique aux pays riches, aux pays développés, comme on voudrait nous le faire croire. C'est-à-dire que maintenant, cette éco-anxiété, qui va avoir, si c'est publié dans le Lancet, c'est bien que ça a des conséquences aussi sur la santé psychique de toute une génération. C'est dramatique. Voilà. Donc c'est pour ça que la question de la mobilisation des jeunes est une question essentielle. Juste, je me permets. Si ça vous dérange pas, je pense qu'on va partir sur un débat technique, et il y a des papiers qui arrivent et qui disent quand même que c'est un peu bizarre ce truc où on ne sait plus qui est responsable de quoi. On essaye de faire porter la responsabilité aux jeunes, qui eux-mêmes sont quand même un peu pas vraiment responsables, mais ils ne sont pas irresponsables, et on part sur une complexité qui est difficile à comprendre. J'aimerais bien qu'on lance la vidéo d'Isabelle Stengers qui parle de comment on aborde la complexité, et je pense que penser le vivant, c'est aussi se la taper cette complexité, et après on ira voir du côté de la biologie. Et ce monde devenu plus compliqué, est-ce qu'il est devenu plus compliqué du fait de la mondialisation, du fait de l'accélération du temps? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui travaillent sur les temps, Hartmut Rosa, sur l'accélération qui nous prendrait de court. Est-ce que c'est dû à la fin de la facilité de la séparation entre d'un côté nature, de l'autre côté culture? Comment est-ce que vous remontez en fait aux origines de cette complexité contemporaine? Je crois pas. Enfin, il y a plein d'origines, et je suis pas tellement pour les grands panoramas. La seule chose que je pense, c'est que c'est pas innocent. Il y a des instances dans le monde qui sont très intéressées à enchevêtrer, à ce qu'on ne puisse pas dire, eh bien, il faut faire ça, c'est le responsable. Ah non, si vous touchez à ça, voilà ce que vous allez faire et tout s'écroulera. Ce qu'on appelle la mondialisation, c'est souvent une grande entreprise d'irresponsabilisation. Personne n'est responsable parce que c'est toujours le responsable est toujours ailleurs.
Donc, je crois que l'idée de retrouver un monde où on puisse dire là, ça va pas, il faut changer. Un monde où une volonté politique puisse changer, ça impliquerait une transformation, une transformation, comment dirais-je, qui est une fabrication de ici, on doit pouvoir demander des comptes. Ouais. Donc de coupure de toutes ces connexions qui font que tout est toujours ailleurs. Donc je crois que le fait que ce monde soit devenu hyper compliqué, je ne dis pas que c'est une grande théorie du complot, mais tout de même ça arrange beaucoup de gens. Oui, donc c'est pas non plus, ça on va y venir après, c'est pas non plus complètement dépolitisé en fait. Comme non. Dire ça veut pas dire ignorer l'existence de rapports de force, d'intérêts de certains à l'encontre des intérêts d'autres personnes. Non, quand quelqu'un qui a le pouvoir veut trouver, là où il a le pouvoir, la possibilité de demander des comptes, ben, il organise les choses autrement. Ça ne veut pas dire qu'on est dans la vérité, ça veut dire qu'effectivement, pouvoir se renvoyer la patate chaude indéfiniment, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien, ça veut dire qu'on ne tient pas tellement à changer. Je vais aller voir oui, mais après, Étienne Danchin. J'aurais pas voulu faire Vous une ne m'attendiez pas. Je vous coupe dans votre rêverie. On a parlé tout à l'heure, vous êtes chercheur en biologie évolutive. Je pense que sur le vivant, vous pouvez nous éclairer. Peut-être une réaction, soit à ce qu'on vient d'entendre, soit à ce qui vient d'être dit par Isabelle Stengers, ou sur le film, ou sur votre matinée. Je suis effectivement biologiste. Moi, ce film m'a beaucoup intéressé pour l'aspect pédagogie. Parce qu'il y a une personne qu'on n'a pas vue dans ce film quasiment, c'est les enseignants, quoi, l'équipe enseignante qui a animé ce projet. Et je trouve ça fascinant. Ça m'a rappelé une expérience personnelle. Je suis allé à l'UQAM, à l'Université du Québec à Montréal, où j'ai passé un mois et demi, tout début des années 2000, chez un collègue. Et il m'a expliqué que depuis qu'il était à l'UQAM, il n'avait plus fait aucun cours magistral. L'Université du Québec, à Québec à Montréal, il n'avait plus aucun cours magistral. Tout était ce qu'ils appellent PBL, Problem Based Learning, c'est-à-dire l'apprentissage par problème. Au lieu de faire des cours magistraux, on pose des questions aux étudiants et on leur dit,
faites votre propre recherche, revenez, je vous accompagne, etc. Exactement, c'est la pédagogie qu'on a vue là, appliquée non pas à l'université, mais au lycée, ce qui est fascinant. Et il y a toute une série d'études qui ont été faites sur l'international là-dessus, et ça a un effet non négligeable sur les étudiants et sur les citoyens que ça donne à la sortie. Et j'ai mesuré ça parce que pendant mon séjour, j'ai dit à mon collègue Luc Alain, je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien faire des séminaires, discuter avec des étudiants, interagir. Et puis, dès la première fois, j'ai remarqué qu'il y avait deux types d'étudiants. Il y avait des étudiants, il y en avait une dizaine à peu près, et à peu près la moitié qui étaient complètement passifs dans ces discussions, qui n'ouvraient jamais la bouche. C'était plutôt les plus âgés d'ailleurs. Et puis, il y en avait d'autres qui étaient très actifs, interagissant, posant des questions, etc. Et il me dit, le gars-là, il me dit, dis-moi les noms. Alors, je lui donne les noms. Il me dit, ben, tu viens de faire exactement la limitation, la délimitation entre ceux qui ont eu une éducation normale à l'université, avec cours magistraux, etc., passive, où on gave les oies avec du savoir, hein, et d'autre part, ceux qui ont été éduqués selon la problem-based learning, l'apprentissage social par problème. Et ça fait des gens totalement différents. C'est juste le message que vous voyez ça, et on a vu ces jeunes évoluer dans ce film. Et ça, je trouve ça fascinant, et je trouve, moi, j'ai envie de faire ça vis-à-vis de l'équipe enseignante. Est-ce que vous trouvez que les sciences du vivant ont la place qu'elles méritent aujourd'hui dans l'enseignement en France? C'est pas seulement dans l'enseignement, c'est dans la recherche en général, dans la société. Une autre anecdote, je suis au CNRS, quand j'étais au CNRS, et à un moment, dans les années 2010 par là, 2005-2010, le CNRS a eu un directeur qui s'appelait Laroutourou, son prénom, je ne me souviens plus de son prénom, et qui a mis une grande réforme du CNRS en place. Je passe sur les aspects politiques, que ça n'a pas tellement d'intérêt, mais la chose, il a dit une phrase qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il a dit le XXe siècle a été le siècle de la physique, le XXIe siècle sera le siècle de la vie, de la biologie. Je pense qu'il a 1000 fois raison. Tout ce qu'on vit aujourd'hui, le masque que j'ai sur le visage, montre qu'il avait raison. À cause de cette phrase, donc il a en conséquence transféré 10% du fonctionnement qui était donné à la physique pour le mettre en biologie. Ça a eu un effet sur la biologie, c'est que ça a doublé les fonctionnements de la vie à la biologie, parce que la physique au CNRS consomme des sommes astronomiques. Thomas Pesquet, tout ça, on oublie toujours, mais derrière, il y a des sommes astronomiques qui sont mises dedans. Et tout ça pour aller voir s'il y a des étoiles, des choses comme ça. Je suis un passionné d'astrophysique, hein, je vous le dis. Donc c'est pas du tout que ça m'intéresse pas. Hein. Mais je pense qu'on fait une erreur politique de pas se rendre compte que l'avenir de l'humanité dépendra de notre capacité à comprendre comment fonctionne l'écosystème biologique global à l'échelle de toute la planète. Et j'ai une image que j'emploie souvent, je vais la dire rapidement, mais quand vous êtes en panne sur l'autoroute, vous avez deux situations possibles. Soit vous savez comment fonctionne un moteur, soit vous ne savez pas comment il fonctionne. Si vous savez comment il fonctionne, vous avez sûrement les outils, vous avez repéré les symptômes, vous pouvez vous mettre à bricoler et à réparer et vous repartez. Si vous ne savez pas comment ça marche, il y a une règle très très simple, surtout ne faites rien. Prenez votre téléphone, appelez votre assurance, appelez un dépanneur, mais ne faites rien. Si vous commencez à bricoler, vous savez très bien que la voiture ne redémarrera jamais. Vous allez empirer, d'accord? Eh bien, c'est la situation typique dans laquelle on se trouve actuellement vis-à-vis de la planète. On ne sait pas comment elle fonctionne, mais si on regarde l'argent, en 2011, je m'étais amusé à regarder, j'étais coincé pendant tout un été sur un fauteuil roulant, j'ai regardé tous les financements qui avaient été proposés à l'échelle de la France et de l'Europe. Eh bien, il y avait 90%, je suis gentil, 95% de l'argent qui était mis sur « dites-nous où je dois donner un coup de marteau et un coup de tournevis ». Et pas sur « dites-moi comment ça marche ». Si je refaisais la même chose, ça serait 0% sur le comment ça marche. D'accord? Tout doit être justifié par de l'application immédiate. Et le problème, c'est que on va dire, bon, ben, bricolage, je pourrais faire un cours là-dessus si vous voulez, mais j'ai un cours sur cette question-là. Et franchement, on se rend compte que très souvent, on fait l'inverse de ce qu'il faut. Et c'est nous qui condamnons, même en voulant intuitivement agir positivement, qui condamnons les espèces à disparaître. J'en dis pas plus parce que... Mais je suis absolument d'accord avec la question. Franchement, la question du vivant, ça devrait être le sujet principal de recherche et de discussion. Et ce qui se passe aujourd'hui est exactement ça. Hein. C'était au centre du film aussi. Hein. Merci. Bonjour. Pour revenir, pour commencer par rapport au film, moi j'ai trouvé qu'il laisse un peu la naïveté, mais qui est nécessaire dans le film, du choix, est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il ne faut pas que ce projet ait lieu.
Alors que je pense que, en fait, aujourd'hui, il faut quand même, le dernier rapport du GIEC le dit, il faut plus que ça devienne un choix, en fait, ça doit être un fait, la culture du vivant et la culture de l'écologie. Et donc, je pense que la question que pose ce film, c'est comment l'écologie et la culture du vivant, ça devient une vraie culture populaire, en fait, un fait, et qui soit enseignée donc de manière populaire et qui fasse partie de notre culture en tant qu'être humain. Alors qu'aujourd'hui, c'est encore vécu comme une culture un peu élitiste. On le voit dans le film quand il parle de... mais en fait, on n'a vu que des gens aux cheveux blancs aujourd'hui. Et donc, comment ça devient quelque chose de populaire, accessible à tous et inclusif. Voilà. Quand on dit, on parle notre rapport au vivant, les sciences du vivant, et c'est un peu... Enfin, je pense presque tout le monde pense, mais il faut le dire, en fait, que ça nous concerne, nous, en tant qu'hommes, enfin, nous sommes le vivant aussi, chacun. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup aimé ce film, où ils ont tellement tenu compte des personnes, des élèves, des jeunes, du point de vue de leurs émotions, de ce qu'ils ressentaient, ils ont laissé, voilà. Et à mon avis, on n'arrivera pas à changer des choses si on prend pas le vivant en se mettant au cœur du vivant. Et, enfin, on est complètement impliqué. Qu'est-ce qu'on fait là? Le désastre, effectivement, bon, voilà, c'est dans nos vies, et comment on va échanger, comment on va se rencontrer, comment on va se connaître aussi pour mieux aussi peut-être après pouvoir agir sur son environnement. Enfin, de pas séparer l'environnement et l'homme. Voilà. Dans son Merci. environnement. C'est une très bonne transition vers une autre question que je voulais poser justement à Étienne Danchin. Dans votre travail, comment se situe l'homme par rapport au vivant? Je crois que... Alors d'abord, je n'emploie jamais le mot homme pour désigner l'espèce humaine. Quand j'emploie homme, ça veut dire vir, le vir latin, c'est-à-dire le mâle. D'accord? Et je dis bien, et vous, madame, je pense que c'est important que nous soyons tous d'accord là-dessus, nous sommes des humains et non pas des hommes. Je trouve ça insupportable. C'est un symbole, bien sûr, mais c'est un symbole machiste au possible. Je ferme la parenthèse. Oui, la place du vivant, c'est vraiment un vrai problème essentiel. Très souvent, on représente l'arbre phylogénétique comme un arbre qui a une forme d'un sapin. Et en haut du sapin, il a une forme très pointue, le sapin. En haut, qui c'est qu'il y a? Nous, les humains. D'accord? Cet arbre est complètement faux. Et il est complètement faux. Il est vrai et faux. C'est une mauvaise représentation. L'idée de départ de Darwin est absolument géniale. Hein, c'est pas une question. Mais ce qu'on en a fait, c'est complètement faux. Parce que ça nous met au-dessus de tout le reste. Et ça nous agit sur notre psychologie. Vous imaginez pas à quel point cette image-là. Bon, elle est elle-même le fruit de notre psychologie, bien entendu. Mais ça la renforce. En fait, si on réfléchit à cet arbre, plus on descend depuis le haut vers le bas, plus on remonte dans le temps. D'accord? C'est-à-dire que, et on arrive à l'origine du vivant, 3 500 millions d'années plus tôt. D'accord? Mais pourtant, en même temps, on voit que sur les branches, il y a des espèces qui sont vivantes aujourd'hui. Là, elles sont à la fois dans le passé et en même temps dans le présent. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, quelle est la forme qui permet de représenter un rayon égal, c'est-à-dire une durée d'évolution égale pour toutes les espèces? Eh bien, ça s'appelle une sphère. Et donc, on ne devrait pas avoir un arbre comme ça, mais on devrait avoir un buisson rond dont la surface représente le temps présent, et plus on remonte à l'intérieur vers le centre, plus on arrive au moment de l'origine de la vie sur Terre. D'accord? Et quand on voit ça, on se rend compte tout d'un coup qu'on peut partir de la surface, prendre une fusée, puis s'éloigner de la Terre, comme ça. Alors, on voit l'être humain, l'espèce humaine, puis on voit les primates, puis on voit les vertébrés. Au passage, l'ensemble de la surface des vertébrés, j'ai fait un petit calcul comme ça à la louche, ça représenterait par rapport, si l'arbre était la surface de la Terre, la surface de la France représente à peu près ce que représentent les vertébrés en nombre d'espèces. Peanuts, hein? La surface de la France est tout petit par rapport, je n'ai pas fait le calcul, mais c'est énorme, c'est tout petit. D'accord? Puis on s'éloigne, on finit par voir ce qu'on appelle les eucaryotes, c'est-à-dire l'ensemble des organismes qu'on voit autour de nous, qui sont faits avec des cellules qui ont un noyau, etc. Puis on voit 2 grandes branches, etc. Et le point important, c'est quand on fait comme ça, tout d'un coup, on se rend compte qu'il n'y a pas d'espèces plus évoluées que les autres. Toutes les espèces qui vivent aujourd'hui, que ce soit des paramécies, des bactéries, des eucaryotes ou des archées, ils ont toutes la même durée d'évolution. D'accord?
Donc on est tous sur un pied d'égalité, on est tous sur une même surface du présent, de cette surface. Et quand on change cette manière de montrer l'arbre du vivant, ben ça change beaucoup de choses dans notre tête. Parce qu'on n'est plus en haut. Et je pense qu'il y a moralement, bref, je ne vais pas aller plus loin. Pour avancer, parce qu'il est temps d'avancer, et avancer avec nos jeunes. Plusieurs choses. Ne plus rester dans les clichés, essayer de ne pas tout le temps opposer les choses. On échangeait l'autre jour avec le président du MEDEF 47 sur le sujet. Il n'y a pas que des entreprises, les patrons du MEDEF ne sont pas tous issus du CAC 40 à chercher que du dividende. Il y a des patrons dans ce département qui sont en train d'essayer de mettre, et qui sont sur le point de mettre, des entreprises à mission. C'est magnifique, hein. Si vous allez regarder ce qu'est une entreprise à mission, c'est extraordinaire. Donc aujourd'hui, il faut créer des liens. Il faut créer des liens entre les structures d'économie sociale et solidaire qui ne sont pas suffisamment connues, qui ne sont pas enseignées non plus dans nos collèges, dans nos lycées. On ne parle jamais d'association, on ne parle jamais de ce qu'est une coopérative, de ce qu'est faire société au travers de la coopération dans les milieux enseignants. C'est vraiment dommage. Heureusement, il y a quelques chaires économie sociale et solidaire dans les universités, mais dans l'éducation populaire, il faut absolument reparler d'économie sociale et solidaire, et pour donner la chance de créer ces passerelles entre l'économie traditionnelle, je ne parle pas de l'économie capitalistique dévastatrice, etc. Et voilà. Bon, c'est un peu un acte de foi, hein. C'est un cri du cœur. Et il est temps de se mettre tous autour de la table pour avancer sur ces sujets-là et associer nos jeunes là-dessus et donner du sens, parce que dès qu'on les associe à ça, le sens, ils le trouvent eux-mêmes et ils nous subjuguent, ils nous font avancer. Je voulais revenir juste sur le début par rapport à la définition des jeunes. On fait comme si c'était un groupe homogène. Or, il y a autant de jeunes et de manières de penser des jeunes qu'il y a des adultes qui pensent différemment, etc. Du coup, l'idée d'une pédagogie de projet, comme on a pu la voir dans le film, c'est un peu effectivement, c'est le cœur du métier des profs d'éducation socioculturelle que je représente un peu aujourd'hui. L'idée, c'est de mettre les jeunes en action, effectivement, de leur faire des projets concrets pour qu'ils puissent par eux-mêmes faire l'expérience de ce que c'est que la complexité, finalement, dans le monde dans lequel on vit, et de leur faire visiter un certain nombre de lieux. Je veux dire, l'année dernière, avec des élèves, on est venu ici pour comprendre ce que c'était effectivement qu'un tiers-lieu, qu'un projet de territoire. Donc l'idée, c'est peut-être qu'il faudrait généraliser ce type d'enseignement au niveau de l'ensemble du système éducatif français. Mais c'est pas gagné, parce qu'effectivement, on a aussi beaucoup de choses qui les retiennent dans une situation de confort. De tranquillité. Et puis, ce que je voulais dire surtout, c'est que ces jeunes, on compte sur eux, là. J'avais l'impression aussi, alors, qu'est-ce que vous allez faire, les jeunes, là, pour le monde qui vient Mais qu'est-ce qu'on a fait, nous ? Qu'est-ce qu'on fait, nous ? Et comment on peut leur montrer l'exemple et les entraîner ? Voilà, moi, je pense que c'est aussi là-dessus. Alors, des projets, des découvertes, mais restons responsables, nous aussi, de notre jeunesse. Soyons responsables et aussi peut-être repensons, comme vous l'avez dit, l'éducation. Oui. Car on n'arrivera jamais à rien si on recommence à poser des modèles éducatifs qui nous ont conduits à la situation actuelle. Et là, je crois qu'il faut qu'on y réfléchisse sérieusement et dès maintenant, parce que le temps presse. Il y a un monsieur qui voulait intervenir. Merci. Juste deux petites remarques par rapport à ce qui a été dit. C'est intéressant de regarder les chiffres des engagements des jeunes qui, en fait, n'ont jamais été aussi élevés. Sauf que ces engagements ne sont pas les mêmes qu'à une époque où il fallait être encarté dans un parti, il fallait aller dans les grandes associations. Aujourd'hui, la manière de s'engager est différente et ça se voit un peu moins dans les chiffres. Mais quand vous regardez le nombre de lycéens et de lycéennes qui sont dans des assos, ces chiffres sont assez hauts par rapport à une moyenne d'années antérieures. Donc ça, déjà, c'est assez intéressant.
Donc quand on parle d'engagement des jeunes, en fait, de quelle sorte d'engagement on parle? Ça, voilà, c'est le premier point. Et l'autre point, moi je suis pour qu'on oppose les modèles. Moi je suis pour qu'on dise qu'il y a des ennemis qui empêchent d'avancer. Et c'est pour moi une des leçons du film. C'est qu'on a 3 modèles face à nous. On a le modèle EuropaCity, on a le modèle agricole intensif, qui est une autre sorte d'artificialisation des sols, et il y a le modèle paysan. Donc, voilà, c'est quand vous avez dit, monsieur, tout à l'heure, du crédit coopératif, ne pas opposer les modèles. J'imagine que... Non, mais j'imagine que... Mais le terme d'ennemi, je pense aussi, est peut-être un point à porter voilà, il y a des gens qui refusent aujourd'hui, et c'est ce que dit un peu Isabelle Stengers dans le modèle, c'est qu'il y a des gens qui refusent que ça bouge parce que c'est dans leur propre intérêt. Donc voilà, donc l'engagement des jeunes est quand même assez fort, et de quel engagement on parle, et parlons de ces ennemis qui ne veulent pas que ça bouge. Ce que je trouve intéressant, le débat qui est à poser, c'est effectivement le régime, je dirais, de l'action visible. C'est-à-dire que, contrairement à ce que dit quand même Madame Stengers, pour qui j'ai beaucoup de respect, puisqu'elle a travaillé sur la complexité et elle nous a donné des modèles d'organisation intéressants, c'est que les organisations sont toujours vivantes. Que l'on traite du vivant ou pas, quel que soit l'objet dans lequel on est, l'organisation, par définition, elle bouge. Donc il est tout à fait possible qu'un seul élément dans un système, même globalisé, puisse faire changer le système. Ça, c'est la leçon quand même d'Edgar Morin. C'est-à-dire qu'on sait aussi qu'à un moment donné, les systèmes sont extrêmement sensibles. Alors, cette sensibilité à l'action doit nous faire poser effectivement, je rejoins un peu ce que disait monsieur, la montée effectivement en puissance d'une économie intermédiaire, d'une économie alternative qui peut embrasser effectivement la question du rapport de l'homme avec son écosystème, du rapport des systèmes humains avec les systèmes, je dirais, dans leur globalité. Et au niveau de l'action, je dirais, immédiate, et ce que nous montre, je dirais, de manière extrêmement intelligente et fine ce film, c'est que l'action commence là où on est. C'est-à-dire dans le quartier, dans l'habitat même, dans notre mode de résider. Et effectivement, dans une prise de conscience juste un petit peu plus élargie de notre environnement quotidien. Et effectivement, le schéma qui consiste effectivement à dire à partir de maintenant, je prends juste un regard décalé par rapport à mon propre environnement et je me tiens informé de ce qui peut amener un changement dans l'organisation à travers une action un peu plus collective, ça, tous ces éléments doivent être pris en compte dans la modification des grands systèmes parce qu'on peut aussi, je pense, agir localement, penser globalement et agir aussi localement. Et dans cet agir local, prendre en compte effectivement la totalité d'un écosystème. Ce que ne peuvent plus prendre en compte, je dirais, les grandes institutions de régulation. Vous parlez effectivement de la finance, de l'Organisation mondiale du commerce, on pourrait parler de l'Organisation des Nations Unies, enfin tous ces grands systèmes qui ont été mis en place après la guerre, on se rend compte aujourd'hui qu'ils sont d'une inefficacité redoutable et que l'on n'a plus aujourd'hui les éléments intermédiaires de régulation. Donc ces éléments intermédiaires de régulation ne peuvent revenir qu'à partir d'une décision individuelle. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On aurait préféré peut-être, on pourrait accélérer de manière plus rapide si les structures étaient collectives. C'est pas le cas. Donc de manière individuelle, avec une prise de conscience un petit peu élargie de la situation dans laquelle on est, là où on est. Merci, monsieur. C'était un petit peu le travail du regretté Bernard Stiegler sur la plaine Saint-Denis, où il a essayé à l'échelle d'un territoire, de remettre en œuvre cette dynamique en faisant participer les habitants à son travail. C'est tout à fait normal. Vous vouliez intervenir, madame ? Je disais que moi, je vais davantage parler sur l'aspect participation que sciences du vivant. Je suis chef de projet Petite Ville de Demain à Sainte-Livrade, donc c'est un programme en gros pour la revitalisation du territoire, dans lequel moi, je vais développer de la participation. Du coup, c'est pour la raison pour laquelle je suis venue aujourd'hui, pour un petit peu écouter ce qui se dit à ce propos. Et quelque chose qui m'a pas mal marqué, c'est un petit peu une forme d'incohérence entre, d'un côté, dire qu'il faut donc faire participer les jeunes, très bien, mais agir. Et en fait, dans la plupart des propos qui ont été tenus, c'est attendre que les jeunes s'investissent de la manière dont vous attendez
à ce qu'ils s'investissent, tout en attendant de leur investissement des réponses. Mais en fait, ce n'est pas en demandant à des jeunes de 18 ou 20 ans de s'investir et d'apporter des réponses que les choses vont changer maintenant. Et donc là, il y a un peu un double enjeu donc en termes de temporalité, c'est que de toute manière, les actions, si vous voulez vraiment faire des actions liées par exemple au rapport du GIEC qui a été évoqué tout à l'heure, c'est des actions qui sont à mettre en place maintenant par rapport au mode de vie de personnes qui ont 40 ou 50 ans pour répondre à des enjeux de personnes qui en ont 10 ou 20. Et après, il y a un autre enjeu donc, de participation de ces populations qui en fait sont des populations qui aujourd'hui ne participent pas, mais parce qu'on ne les écoute pas forcément. Enfin, juste si vous prêtez attention aux personnes qui ont participé là jusqu'à présent, il y a une diversité dans la salle en termes de tranche d'âge. Pourtant, les gens qui ont parlé jusqu'à présent, globalement, ont plus de 45 ans. Enfin, à vue d'œil. Mais donc, c'est un petit peu un double enjeu. Et en fait, il y a aussi un intérêt à aller chercher ces populations, à s'adresser à elles de la manière dont on peut s'adresser à elles, dans un contexte plus global où de toute manière les modes de participation changent, mais où les modes de prise de décision ne changent pas et restent à la main toujours des mêmes personnes et des mêmes types de personnes. Merci. J'ai une personne de moins de 45 ans qui voudrait parler. Oui, ben moi je voulais réagir. Pareil, j'avais la même façon de penser. Je trouve que le débat il tourne beaucoup autour de l'implication des jeunes, le pouvoir des jeunes, l'éducation des jeunes. Mais effectivement, je pense qu'on est arrivé dans une temporalité qui est presque trop tard finalement. Et faire tout reposer comme ça sur des jeunes. Et dommage que Monsieur le député soit parti parce que du coup on aurait pu avoir ce débat là. Je pense que le débat devrait plus tourner d'un côté politique que l'implication des jeunes à ça, même si c'est très important que les jeunes s'impliquent, comprennent, soient éduqués par rapport à ce problème qui est juste... je ne sais pas comment l'exprimer parce que c'est tellement énorme que du coup... voilà. Mais je pense que le tout faire reposer sur les épaules des jeunes qui arrivent là... qui doivent avancer et en même temps avec des gens qui ont, pendant des décennies, qui n'ont rien fait justement pour la protection et qui ont au contraire augmenté la déflagration de la planète. Je trouve que c'est un peu lourd à porter pour une génération, quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faudra, peut-être, vous avez raison, mais je pense que, encore une fois, c'est par l'éducation qu'on y arrivera. Et c'est par l'éducation, à partir de la toute petite enfance. Oui, je suis d'accord, mais... Il faut qu'on commence, et on le fait pas. Mais parfois, je me dis que c'est peut-être trop tard qu'on compte trop sur les jeunes, quoi. C'est maintenant qu'il faut agir, et il faut agir avec des gens qui ont la possibilité et le pouvoir d'agir. Alors, on est d'accord. Et vous savez, il y a une chose. Parce qu'on n'a pas 20 ans, quoi. Voilà, on n'a pas 20 ans. Et vous connaissez cette phrase de Goethe qui disait « Nous ne sommes pas les enfants de nos parents, nous sommes les enfants d'une époque. » Et de quoi ils entendent parler des jeunes? On l'a vu. Il y a de quoi, finalement, se foutre une balle dans la tête. On parle de chômage, de dégradation de la planète, d'inégalité, tout. De quoi ont besoin les jeunes? Les jeunes, ils ont besoin d'espoir. Et l'espoir est un des besoins fondamentaux des jeunes. Et les jeunes, chaque fois, vous êtes ici trop jeune pour avoir connu Richard Anthony, il faisait une chanson qui disait « Donne-moi ma chance ». Et chaque fois qu'un jeune retenait ceci, moi qui travaille avec des jeunes quasiment au quotidien, quand un jeune vous dit « rien à foutre », comprenez que derrière, il vous dit « donne-moi ma chance encore ». Et notre boulot, c'est un, de leur redonner de l'espoir, et deux, de leur redonner une chance, de leur retendre la main. Et si ça ne marche pas, de leur retendre encore. Et combien de fois avons-nous tendance à sombrer dans le pessimisme ou dans la fatalité? Ils n'y arriveront pas. Non, mais je sais que vous n'avez pas dit ça. Non, c'est mon propre témoignage. Hein. Et en disant, au fond, on laisse tomber, on lâche l'affaire. Alors que là, on ne doit pas. Et je crois que si notre mission, nous, d'adultes, c'est peut-être de leur faire confiance et de leur parler d'espoir. Tout n'est pas foutu. Il y a des choses à faire, mais il faut que, deuxième mot, clé,
l'accompagnement, il faut qu'on les accompagne. Non pas que l'on les domine, non pas que l'on les contrôle, mais que l'on marche à côté d'eux et qu'on leur tienne la main jusqu'à ce qu'ils soient capables de s'aventurer tout seuls sur le chemin de la vie. Merci Patrick. Donne-moi ma chance encore, par ton silence, tu parais la plus forte. Mutualisme, l'union plutôt que la compétition. Contrairement à ce que l'on croit souvent naïvement, le principe sauvage de survie de l'espèce ne conduit pas à une guerre généralisée de tous contre tous. Le vivant regorge en réalité d'exemples de coopération interspécifique. On parle de mutualisme, quand les deux espèces profitent de la relation qui les unit. Le poisson-clown et l'anémone de mer en sont l'illustration. Les tentacules de cette dernière sont pleins de cellules urticantes qui lui permettent de se protéger des prédateurs, mais dans lesquelles le poisson-clown vient trouver un refuge grâce à un mucus qui recouvre son corps et le rend insensible. En échange de cette protection à plein temps, l'anémone se nourrit des déjections de son hôte et profiterait même, selon certaines recherches, d'une meilleure oxygénation de l'eau la nuit grâce au battement de nageoires du poisson-clown. Un autre type de symbiose existe, le commensalisme, qui désigne une interaction entre deux espèces dont l'une seule des deux tire profit sans nuire à l'autre. Lorsque une espèce prospère au contact des activités humaines, on parle même de synanthropisme. L'exemple bien connu des mouettes, rats et pigeons. Liste à laquelle on se demande parfois s'il ne faudrait pas ajouter les chats. C'était Alain, qui n'est pas là, mais qui est là quand même. Quand je dis problématiser, c'est pas se gratter la tête avec beaucoup de perplexité. C'est fabriquer ce qu'on peut appeler des inconnus de la question. Et l'une des inconnues, c'est tu parlais de tous ces intérêts qui s'entrechoquent. Oui, nous ne savons pas de quoi les humains sont capables. Parce que ce que nous connaissons et ce qui a été introduit et ce sur quoi nous fondons nos démonstrations d'impossibilité, c'est des humains mutilés. Et mutilés justement par cette culture du commun, cette culture de comment vivre ensemble, et pas seulement entre humains, ça peut être aussi avec des non-humains, avec des vivants et avec des lieux surtout. Ce à quoi nous avons affaire, ce sont des êtres qui ont été mutilés. Nous sommes tous mutilés. Et ça, je crois que c'est très important. Nous le sommes tous. C'est quelque chose que Starhawk, la sorcière néo-païenne, dit. Nous avons tous à nous réapproprier, mais au sens où se réapproprier, c'est de redevenir propre à ce dont nous avons été séparés. Nous sommes tous malades. Ce monde nous rend malades. Et fonder des visions du monde et des visions d'impossibilité indépendamment de ces mouvements de réappropriation et de refaire en commun, pour moi, c'est certainement partir d'un problème mal posé. Maintenant, évidemment, on ne va pas, en 3 coups de baguette magique, dire « et ça va résoudre le problème du réchauffement climatique ». Non, c'est simplement, pour moi, le genre de processus et qu'on voit un peu partout,
qui se développe un peu partout. Bon, Notre-Dame-des-Landes est un des exemples, mais il y en a des beaucoup plus obscurs, évidemment, mais on voit un nouveau tissu de gens qui lient, penser ce qu'ils font, faire des choses ensemble et faire de la politique, c'est-à-dire retrouver la force de poser leurs propres problèmes. Comme ça, donne-moi ma chance. Oui, c'était pour répondre à la phrase de Patrick sur Goethe. Voilà, je pensais à une phrase de Gaston Bachelard dans la psychanalyse du feu, qui disait « Il sera bien pardonné à nos enfants, car ils ne nous ressembleront pas ». Voilà. Et je voulais faire un petit point sémantique, parce qu'au début du film, le garçon qu'on voit à l'écran, qui s'appelle Samy et qui court, fait un lapsus. Dans la toute première phrase qu'il dit, il dit à un moment donné « Quand on ne vit pas un lieu, ça fait peur ». Il parle des lieux où il habite, Gonesse, la banlieue, etc. Et ce qu'il veut dire, c'est quand on ne connaît pas un lieu, quand on n'y vit pas dedans, ça fait peur aux autres. Mais je trouve que dans ce lapsus, dans cette forme sémantique, quand on ne vit pas un lieu, ça fait peur, il a résumé tout le débat qu'on a ici. C'est-à-dire vivre un lieu, ou vivre sur un lieu, ou dans un lieu, construire des bâtiments, des centres commerciaux, ça c'est vivre dans, sur. Envisager l'espace comme une géographie, ou vivre un lieu, c'est être dans le vivant, en corrélation et en connexion avec lui, simplement. Et je trouve que ce lapsus est formidable, il résume tout le sens un peu des débats qu'on a jusqu'à maintenant. Voilà. Moi, je voudrais juste ajouter que très récemment, parce qu'elle dit, elle cite Starhawk, sorcière néo-païenne, et le paganisme vient de pagus, qui veut dire territoire, terroir. Ce qu'il dit aussi à la fin est assez incroyable en termes de maturité, quand il dit tout ce qu'on peut perdre dans un naufrage n'a jamais existé. Et ça, c'est fabuleux. Alors, je ne sais pas effectivement, de par cette seule expérience comme ça, à son âge, pouvoir avoir cette métaphore comme ça, qui est aussi la métaphore d'un naufrage collectif, puisque effectivement, la fin, on la connaît quand même. C'est possible. Ça, je trouve ça intéressant. Et de dire après, effectivement, que ce qui finalement existe, c'est des choses qui sont complètement immatérielles, quoi. Oui, merci. Mais finalement, dans ce film, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ces jeunes qui sont soit dans l'ignorance, soit dans le déni. Et là, je fais un peu écho aussi aux propos qui ont été tenus par les deux lycéens qui sont ici, et finalement s'enferment dans le repli, et le repli consumériste. Et on voit aussi cet autre personnage qui finalement, au bout de quelques discussions, finalement arrive à comprendre l'absurdité. Finalement, il devient lui aussi militant, parce que finalement, on assiste dans ce film à d'abord l'éducation, c'est-à-dire l'enquête, ensuite la compréhension, et compréhension des interactions, parce que le vivant, ce sont des interactions avant tout, et enfin la coopération. Voilà. Et on n'a peut-être pas le dernier stade, mais qui pour moi serait la révolte et la colère. Voilà. Parce que finalement, on le dit peut-être pas assez, mais la jeunesse, la question du changement climatique crée une inégalité intergénérationnelle qu'on n'a jamais connue, qui est dramatique, intergénérationnelle, et aussi entre pays riches et pays pauvres, puisque ceux qui vont subir le plus durement les effets du réchauffement du climat, que ce soit les jeunes ou que ce soit les gens qui habitent au Mozambique, etc., et qui n'ont pas les moyens de s'adapter à ces évolutions, sont ceux qui vont être victimes, qui sont victimes d'un phénomène qu'ils n'ont pas provoqué, qui lui-même résulte d'un mode de consommation dont ils n'ont pas profité et qui s'est fait sur leur dos. Voilà. Donc, ça crée une injustice majeure qui remet en cause aussi tous les principes philosophiques qu'on hérite des Lumières et de l'universalisme des Lumières. Et c'est ce que Naomi Klein nomme la barbarie climatique, qu'on vit aujourd'hui. Voilà, quand on voit les gens qui meurent dans l'indifférence générale au milieu de la Méditerranée parce qu'ils fuient des pays qui ne sont plus habitables ou parce que ce sont des paysans qui ne peuvent plus survivre,
en raison de notre mode de développement et qui viennent trouver refuge chez nous et qu'on leur ferme les portes, on est en plein dans la barbarie climatique qui elle-même doit logiquement conduire à la révolte et à la colère. Et je pense qu'on ne parle pas assez de révolte et de colère, et que et c'est peut-être pour ça qu'on a aussi peur d'éduquer la jeunesse, parce qu'on a aussi peur de la réaction une fois qu'elle aura compris notre responsabilité, la responsabilité de notre génération et de celle qui nous précède, et qu'elles sont en qualité de victimes, et c'est ce qu'a tout à fait compris en revanche Greta Thunberg. Et là, c'est de la colère et c'est de la révolte. C'est assez étrange, je vais être honnête, je suis juste un peu en colère. Effectivement, on parle beaucoup de les jeunes, il faut accompagner, il faut de la pédagogie. Mais qui sont les pédagogues? Est-ce que vraiment on a, je dis c'est un nous collectif, est-ce que nous sommes capables de transmettre ce qu'il faut transmettre si nous-mêmes nous refusons? Si on dit aux jeunes de changer, et nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas possible. Donc non, je refuse ça, c'est pas aux jeunes, c'est à tout le monde de changer. Parce que sinon on ne transmet rien, puisqu'on n'est pas dans la bonne dynamique. Et changer quoi? Là, on parle du vivant. C'est quoi le vivant? C'est quoi? C'est hyper abstrait. J'ai l'impression, je sais, j'ai un peu l'expression en anglais. C'est il y a un éléphant dans le magasin, mais on veut pas le voir. C'est quoi le vivant? Donc, on a juste eu quelques approches, heureusement au niveau biologique, ce changement de perception, de passer de l'arbre à la sphère. Mais et oui, le vivant, il s'en fout de nous, mais on en fait aussi partie. Mais le vivant, c'est les plantes, c'est les animaux, c'est les espaces, c'est les lieux, c'est tout ça. Donc, si on commence pas à se dire la pédagogie, faut qu'on se l'applique à nous-mêmes et qu'on ose regarder ce que nous faisons, ce que nous avons fait, comment vous pouvez, s'ils arrivent à faire ça, les jeunes, à changer comme ça tout seuls, alors qu'ils ont des parents qui sont pas capables de le faire, c'est vraiment des gens fabuleux. Voilà. Bernard Stiegler, décédé. Malheureusement, j'allais dire, parce qu'il avait encore beaucoup de choses à nous dire, il y a un petit peu plus d'un an, en juillet 2020. Qu'est-ce qui s'est passé entre cette époque où Kant dit « ose », savoir, ça veut dire étudier, connaître, apprendre à lire, à écrire, étudier les mathématiques, lire les philosophes, voilà. C'est-à-dire devenir un citoyen capable de juger, de voter, et donc de créer ce qu'on va appeler une république. C'est comme ça que Kant l'appelle, la république, où on pose en principe que tous ceux qui font partie de la république, on voit au chapitre, parce qu'ils ont une raison. Ils ont une capacité à juger, ils sont capables de raisonner. Et donc il faut faire confiance à la raison collective et s'organiser pour que cette raison gouverne le monde. Qu'est-ce qui fait que, outre que Greta Thunberg demande comment osez-vous, en étant en colère, et il faudra peut-être discuter de pourquoi c'est une colère, qu'est-ce qui la met en colère? Qu'est-ce qui fait qu'un bouquin vient de sortir disant « ose entreprendre ». Aujourd'hui, l'injonction n'est plus AOD, ose, n'est plus ose savoir, c'est ose gagner de l'argent, ose essayer de devenir un entrepreneur, ose entrer dans le marché. À mon avis, c'est un discours un petit peu à contre-temps. Je ne suis pas sûr que ça rencontre beaucoup d'échos dans la jeunesse contemporaine. Que la question qui se pose entre Emmanuel Kant et Greta Thunberg, c'est d'une réinvention, une refondation totale du savoir. C'est ça qui se pose à nous comme question. Greta Thunberg dit il faut écouter la science, les scientifiques. Et elle a raison. Et nous-mêmes, nous avons ici, nous sommes en train de beaucoup structurer un dialogue avec la génération Thunberg, comme nous l'appelons. Mais maintenant, nous disons aussi à cette génération, les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux. Et donc, ils sont tous d'accord sur le fait, quasiment tous sur le fait qu'il y a un changement climatique et tout ça. Donc, ils sont tous d'accord contre Trump et de côté de Greta Thunberg sur ce plan-là. Mais après, quant aux causalités de tout ça, la manière dont s'en sortir, ça c'est une autre affaire. Nous apportons des propositions très précises, d'abord en termes de diagnostic, qu'est-ce qui se passe vraiment. Deuxièmement, en termes de
recommandations scientifiques, c'est-à-dire comment il est possible de combattre tout ça, du point de vue scientifique, et ensuite avec des propositions très concrètes, créer des laboratoires, des territoires laboratoires dans le monde entier, comme on en a créé un en Seine-Saint-Denis, les mettre en relation les uns avec les autres et créer une communauté. Nous inspirons ici aussi d'Einstein, lorsqu'il avait voulu créer une commission scientifique, voilà, pour ce qu'on appelait à l'époque la Société des Nations. Voilà. Il disait on va faire une internationale scientifique. Voilà. Nous pensons qu'il faut relancer tout ça pour aider Greta Thunberg, pour lui répondre, et pour éviter ce qu'avait expliqué d'ailleurs un éditorialiste du Monde, qui est le rédacteur en chef du Monde. J'arrive plus à retrouver son nom là sur le coup, qui disait faites attention parce que si on ne lui répond pas maintenant, dans quelques années peut-être qu'ils vont devenir assez fâchés, très 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 fâchés, et peut-être qu'ils vont tout casser. Voilà. Eh bien ça c'est ce qui fait qu'aujourd'hui Greta Thunberg ne dit pas ose savoir, elle dit comment osez-vous, parce qu'il y a une démission du monde scientifique. Quand je dis qu'il y a une démission du monde scientifique, je ne sais pas les scientifiques que je mets en cause. C'est la segmentation en spécialité, voilà, qui est une catastrophe absolue. Moi, j'ai formé pendant 30 ans des élèves ingénieurs, qui étaient des espèces de biochimistes, mais alors vraiment, j'avais des élèves en biologie. Ils ne savaient pas me dire ce qui distinguait Lamarck et Darwin. Aucune culture historique de la discipline, une catastrophe totale. Totale. Donc je pense qu'il y a une grande maladie de ce que j'appelle moi la prolétarisation scientifique. Ce qui fait, c'est aussi ce que je dis dans ce livre, que la science ne pense pas. Alors je ne le dis pas au sens où Martin Heidegger avait dit ça. Je ne suis pas d'accord avec ce que dit Martin Heidegger. Mais moi j'écris avec un A. La science ne pense. C'est ce que pensent les gens aujourd'hui, avec un E. Ils disent les scientifiques ne nous soignent plus. Ils produisent des médicaments toxiques. Ils développent des choses de partout pour l'innovation qui sert la guerre économique. Cette guerre économique nous intoxique et en fait n'est pas pour notre bien. Et c'est ça la perte de ce que disait Emmanuel Kant. À l'époque d'Emmanuel Kant, tout le monde pensait que le savoir était libérateur, était indispensable. Aujourd'hui, on est à l'époque de la post-vérité. Qu'est-ce que c'est que la post-vérité? Les gens ne croient plus à la vérité. C'est ça que ça veut dire. Alors évidemment, Trump s'en sert, mais ce n'est pas Trump la cause de la post-vérité. La cause de la post-vérité, c'est le fait que nous ne vivons plus dans une société de savoir. Nous vivons dans une société de l'efficacité, où on utilise des formalismes mathématiques, algorithmiques, etc., pour gérer des conflits qui conduisent à une catastrophe, qui s'appelle la fin de l'ère anthropocène. Je vais faire juste une rapide passage avant Fleur. 3 petites choses sur le film. La première chose, pour répondre à monsieur, et surtout pour expliquer un peu, pas expliquer, mais reprendre un peu sur les propos d'Isabelle Stengers, il y a une différence entre, elle dit compliqué, il y a une différence entre, c'est Arne Næss qui le dit, le théoricien de l'écologie profonde, entre ce qui est compliqué et ce qui est complexe. Le capitalisme intégré, la non-imputabilité des gens, l'impossibilité de retrouver le responsable, ça c'est de la complication, et quand c'est compliqué, ça coince. La complexité, c'est le vivant. Quand c'est complexe, ça marche. Donc c'est très compliqué. Elle fait pas du tout vous dites tout ce qui est systémique et vivant. Non, il y a des systèmes qui sont compliqués, et il y a des systèmes qui sont complexes, qui sont vivants, et là qui marchent bien, paraître. Bon, c'est juste pour dire un peu. La seconde chose, c'est très intéressant, enfin le film est intéressant pour moi, ça m'a beaucoup rappelé Hannah Arendt qui disait que l'espace politique moderne, ce n'est plus l'agora, le forum où on échange des idées, c'est le marché, l'hypermarché où on échange des marchandises. Et c'est devenu la seule politique réduite à l'économie. Et ce qui est intéressant quand on voit ce film, c'est on voit très bien que la pensée de Hannah Arendt, donc c'est les années 50-60, c'est la condition de l'homme moderne. C'est malheureusement de l'économie qu'il faut repartir, de la façon de manger, de consommer pour refaire du politique. C'est assez étrange de voir que maintenant, on ne peut plus faire cette différence entre ce qui était la vie active, noble, politique, la démocratie athénienne encore pour Hannah Arendt, et la vie économique, homo laborans pour elle. Et en fait, c'est de là qu'il faut repartir parce que sinon, il n'y a pas grand espoir là, pour ces gamins, etc. Et juste pour dire, et là je m'arrête, pour ces gamins, ce qui est assez marrant, c'est qu'on voit que c'est une nouvelle façon, enfin on pourrait appeler ça un nouveau indigénisme. Être indigène, ça veut dire être né de la terre. Gaïa, génétique, génèse.
Et donc, eux, en fait, ils apprennent peu à peu, après cet oubli de la terre, cette vie dans des hypermarchés, ils apprennent qu'il y a une terre là et qu'ils vont redevenir de cette terre, qui est la terre de proximité, etc. Et c'est un assez beau moyen d'être indigène, je trouve. Indigène de Gonesse, tout d'un coup avoir redécouvert qu'il y avait un sol là-dessous, sous les supermarchés, qu'après tout, ce sol, peut-être on y tenait, pour différentes raisons d'ailleurs, ne serait-ce que pour le fait d'être vivant. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc pour conclure voilà, notre discussion, je vais... Tu veux que j'enlève le masque ? Oui, je préfère le garder, mais on entend bien. Hein, oui, on entend... Je vais faire la rubrique lecture. Enfin, c'est ma mission de faire la rubrique lecture, d'autant plus qu'il y a des livres qui vous attendent dehors, qui sont... vraiment à propos, et donc n'hésitez pas quand vous sortez à aller voir. Alors donc on a discuté du vivant, on a discuté des jeunes, et donc pour terminer, j'aimerais vous parler des morts et des vieilles personnes. Question de faire contrepoint. On a vu Isabelle Stengers donc à plusieurs reprises, qui a fait incursion donc, dans le débat de manière très subtile. Elle a écrit un ouvrage qui s'appelle « Réactiver le sens commun », et elle revient sur l'anecdote d'une vieille dame qui a été mise en maison de retraite. C'est comme ça qu'on dit aussi en France, hein, les EHPAD, voilà. Pour son bien. Elle a été mise pour son bien. Et elle revient sur cette histoire parce que, on l'a dit, démente. Soi-disant, elle délire de plus en plus. Et l'étymologie de démenter, c'est le fait qu'elle commence à quitter son esprit. Elle commence à perdre son esprit, à se désolidariser de son histoire, de la maison où elle a vécu, des meubles, des atmosphères, du lieu, de son territoire. Elle n'est pas en train de devenir folle ou de devenir démente, elle est en train d'être désolidarisée de son territoire de vie. Et donc c'est toute une écologie qui bascule, une écologie de l'esprit, une écologie personnelle, mais une écologie personnelle, ça brasse aussi toute une écologie collective, et donc en l'enfermant pour son bien, on répond à une injonction qui est le fait accompli que les vieilles personnes qui ne sont plus capables de vivre seules, il faut les enfermer. Donc il y a une manière comme ça de logique de rentabilité, d'écologie des personnes, d'écologie des liens sociaux qui sont catégorisés, qui sont mis dans des petites cases pour qu'on puisse bien s'en occuper, soi-disant. Donc voilà, ce que moi j'appelle de la bienveillance pourrie, c'est vraiment des intentionnalités comme ça qui tentent de faire le bien en se basant sur des faits accomplis. Et donc l'ouvrage d'Isabelle Stengers, qui s'appelle « Réactiver le sens commun », c'est de revenir évidemment à une activation de cette force qui n'est pas celle de la désolidarisation des liens sociaux, mais comment est-ce qu'on les réactive. Et comment est-ce qu'on les réactive ? Peut-être en se remettant dans le contexte aussi de notre histoire, de la modernité. On est vraiment des héritiers de la modernité. On en a parlé là avec Stigler et Kant, qui est quand même celui qui a représenté aussi ce grand partage entre l'autonomie de la raison et l'irrationalité. Et les gens qui sont responsables sont ceux qui sont rationnels, les autres pas. Et donc on est toujours dans cette distinction qui a engendré d'autres grands partages, comme celui de la nature et de la culture, où il y a aussi une désolidarisation. On se perd de nouveau entre les humains et les non-humains, entre les humains et les animaux. Et aussi, et c'est là où je voudrais venir donc, au deuxième personnage, donc on a parlé des vivants désolidarisés, je voudrais parler maintenant des vieilles personnes, et je voudrais maintenant parler des morts. C'est comment on se désolidarise des morts.
Et là, je vous conseille, puisque nous sommes dans la rubrique lecture, un ouvrage de Vinciane Després. J'ai vu qu'il y en avait quelques-uns sur la table, Au bonheur des morts. Et donc, comment réactiver aussi ces pratiques qu'on perd de plus en plus avec nos morts, que de nouveau on catégorise dans notre logique de grand partage. Donc voilà, ça c'est les deux ouvrages qui me semblent enrichir le débat. Et ce lien avec les morts, c'est le lien avec notre histoire, avec l'histoire de la modernité, et fait partie de cette modernité un philosophe qui s'appelle Descartes. Et selon lui, toute chose claire et distincte était la voie de la vérité. Maintenant, ce qu'on en a fait, c'est-à-dire les conséquences de cette modernité, ça a donné le progrès, ça a donné la technique à tout prix, la volonté d'entreprendre, le oser entreprendre, ça a donné le capitalisme, mais le capitalisme n'est qu'une conséquence marginale de ce partage de la modernité. Donc c'est comment est-ce qu'on revoit cette modernité. Et donc je vous propose maintenant, pour vraiment terminer et quitter cette salle et aller savourer, oser goûter des bonnes choses, un petit film où on appelle les morts, les morts, oui. Donc voilà, c'est une proposition de Laurent Dixador qui se trouve ici. Donc je vous propose de lancer le petit film. Dixador par mort. Êtes-vous là? Êtes-vous là? Êtes-vous là? Êtes-vous là? Êtes-vous là? Êtes-vous là? T'as soufflé là? Bah non. Monsieur Descartes, depuis que vous êtes mort, êtes-vous toujours aussi cartésien? Juste vous faire écouter un petit son. C'était quoi? Vous savez? J'ai vu ça dans le mur de ma maison en Aveyron. C'est un mur en pierre, donc plein d'aspérité. C'est une araignée qui avait piégé un petit criquet. Et c'était ses derniers souffles. Donne-moi